entend votre scepticisme. Philippe Aquilas, ces milliardaires américains se présentent dans la continuité de la conquête spatiale. On veut que ce soit des astronautes. Qu'est-ce qu'un astronaute juridiquement parlant? Alors, le traité de l'espace, qui a été signé en 1967 entre les États-Unis et l'URSS, donne une définition très générale de l'astronaute, considérant que les astronautes sont des envoyés de l'humanité dans l'espace. Il faut se placer à l'époque où la conquête spatiale était à ses débuts et que ces hommes prenaient des risques pour aller découvrir l'univers. Et dans ce contexte, on a mis en place un régime très protecteur, semblable à celui d'ambassadeur, si vous voulez, de l'humanité. Il n'y a pas d'autre définition que celle-ci à l'heure actuelle. Dès lors, toute personne qui atteint la limite entre l'espace aérien et l'espace extra-atmosphérique, qui la dépasse, est un astronaute. Donc c'est le cas de Jeff Bezos ou de Richard Branson et ils sortent dans leurs arguments. En tout cas, c'est l'un des arguments marketing de ces entreprises, c'est-à-dire vous devenez un astronaute, c'est-à-dire le rêve de toute une nation, aux États-Unis notamment. Géraldine Najjar, pour moi, un astronaute, c'est un métier. Et je le dis d'autant plus que là, nous venons de terminer la mise en place d'une sélection d'une nouvelle génération d'astronautes à l'ESA. On a eu 23 000 candidatures, 3 fois plus qu'à la dernière sélection. Mais ces gens-là vont avoir des années de formation et des années de tests physiques, psychologiques, etc. Donc c'est vrai que de notre point de vue, les agences spatiales, un astronaute, c'est quelqu'un qui subit une formation très approfondie et qui va travailler dans l'espace. Non pas simplement 3 jours comme les touristes. Exactement. On voit bien Thomas Pesquet, qui est actuellement dans la station spatiale. Il travaille, il a des horaires d'ailleurs très chargés. Il exploite, il opère des expériences scientifiques, médicales, physiques. Donc oui, bien sûr, ce sont des astronautes. Juridiquement, ils ont dépassé la limite de 100 km. Mais je voudrais qu'on fasse quand même un distinguo entre les astronautes professionnels et puis ceux qui sont juste touristes. Qui le font pour leur plaisir. Pierre Lyonnais et la planète dans tout ça. La massification de ce tourisme est-elle envisageable et est-elle, disons, souhaitable? C'est intéressant. Je voulais juste dire un mot quand même sur le terme d'astronaute. C'est sûr que parler d'astronaute pour quelqu'un qui a volé 11 minutes à la limite de l'espace, qui était simplement le passager d'une capsule, me paraît un peu abusif. C'est un peu comme si tous les passagers d'un vol long courrier, on les appelait pilotes. Donc bon, c'est un peu le distinguo qui est déjà établi. Donc non, sur le bilan énergétique, ça reste quand même un élément extrêmement questionnant. Aujourd'hui, il faut énormément d'accélération, énormément d'énergie pour quitter l'atmosphère terrestre. Il faut énormément d'énergie pour échapper à la force de gravité terrestre. Aujourd'hui, on parle d'un ratio de 25 tonnes d'ergols consommés pour un lancement comme celui qu'a réalisé Jeff Bezos. Ces ergols, c'est de l'énergie pure qu'il faut fabriquer sur Terre avec un bilan énergétique qui est forcément contestable. 11 minutes de vol parabolique et consommer 25 tonnes d'énergie pure, que ce soit de l'hydrogène et de l'oxygène liquide, bien qu'ils soient peu polluants, reste quand même, selon moi, un bilan énergétique discutable par rapport à l'intérêt spécifique de l'activité. C'est très différent quand on prend le principe de l'activité scientifique, de l'activité stratégique, qui elle éventuellement légitime complètement le fait qu'on fasse ce genre de consommation énergétique pour déployer un système de navigation, pour faire voler un autre qui est un scientifique à bord d'un dispositif de recherche. Géraldine Najjar, sur ce terrain du climat, on voit au moment où des jeunes s'interdisent de prendre l'avion, est-ce que ce n'est pas déplacé de s'envoler quelques minutes dans l'atmosphère? Alors oui, on pourrait dire que c'est un peu le jouet de riches milliardaires, et c'est pour l'instant ce que c'est, oui. Mais comme je disais, il y a d'une part, ce qui est intéressant, c'est la possibilité de faire baisser les coûts d'accès à l'espace. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Jeff Bezos, dans le même temps où il vole à bord de sa propre fusée, crée aussi sa fondation, Jeff Bezos Foundation for Earth, qui est dotée de 10 milliards de dollars pour financer les projets visant à combattre le changement climatique. Est-ce que ce n'est pas une façon de compenser l'impact environnemental de son activité spatiale, l'ambiguïté d'Amazon d'ailleurs? Ça montre l'ambiguïté du fait qu'avec le spatial, on est passé d'un domaine qui était purement public, financé par les grands pays, les grandes puissances, et qui maintenant est accessible aux privés, aux plus petits pays, et que, disons, les
les actionnaires, entre guillemets, les acteurs du spatial se sont extrêmement diversifiés. Donc évidemment, on n'est plus du tout dans les années 60-70 et on se trouve parfois démunis face à cette nouvelle situation. Une réaction sur cette question climatique, et est-ce que ça ne risque pas de donner une mauvaise image, d'une certaine façon, à l'activité spatiale? Alors je pense que le secteur spatial va être rattrapé plus vite que prévu par le débat autour de la durabilité de ces activités. Déjà l'ONU s'en est emparée en adoptant un ensemble de principes sur la durabilité des activités spatiales. Néanmoins, ce qu'on n'attendait pas si vite, c'est une réaction négative du public, si vous voulez, face à ces milliardaires qui vont donc se payer un tour dans l'espace. Et je crains malheureusement que très rapidement, ces exemples deviennent contre-productifs. Pierre Lyonnais, si à court terme vous disiez ce tourisme spatial est un marché de niche, ces vols ne servent-ils pas de vitrine aux autres activités spatiales de ces milliardaires? Alors, les autres activités spatiales, en fait, il faut faire la différence. Virgin Galactic offre en marge de son activité avec le lanceur Launcher One le déploiement de petits satellites en orbite. Donc c'est intéressant. Ça reste là aussi un autre marché de niche, dont certains projettent un développement très très fort. Mais bon, ce sont des petits satellites fabriqués en relativement petit volume, donc ça va rester toujours un petit marché. C'est plus l'exemple de Bezos et d'Elon Musk avec Blue Origin et SpaceX qui sont intéressants, puisque ce sont tous les deux des gros prestataires du programme spatial américain, que ce soit dans sa dimension militaire, dans sa dimension civile. Et là, je ne suis pas tout à fait en ligne avec Géraldine, parce qu'on est quand même dans une situation où le gros de la demande exprimée pour le lancement de systèmes orbitaux reste du domaine de l'activité publique, que ce soit pour les militaires, notamment avec le DoD, on oublie aussi d'en parler, mais l'activité spatiale chinoise, et l'institution. Et SpaceX comme Blue Origin sont tous les deux des prestataires importants de la NASA et indirectement du DoD, puisque Blue Origin va fabriquer les lanceurs du moteur du prochain gros lanceur militaire américain. On en parle. Une situation où c'est un petit peu un glissement sémantique sur l'initiative privée, mais quand même... On voit bien que les deux sont imbriqués et on en reparlera précisément dans la seconde partie de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Restez avec nous, l'information continue sur France 24. Chaque semaine, entrez dans les coulisses des batailles économiques. Au cœur de la guerre économique, Ali Laïdi décrypte avec son invité les stratégies commerciales des entreprises et des États, là où tous les coups sont permis. L'entretien de l'intelligence économique, présenté par Ali Laïdi. À voir sur France 24 et sur france24.com. Bonjour à toutes et à tous. Le régiment médical de la Valbonne est le régiment le plus mixte de l'armée de terre en France. Elles ont la possibilité de se rendre compte qu'elles ont les mêmes capacités physiques et intellectuelles que les hommes. Que l'action soit menée par un homme ou une femme, il n'y a aucune différence. Retrouvez-nous pour un numéro spécial d'Actuel sur la féminisation des armées, ici et à travers le monde. Actuel, présenté par Virginie Hertz, à voir sur France 24 et france24.com. France 24 et l'UNESCO présentent. France 24 est à Carthage pour une nouvelle édition avec l'UNESCO. Ouais,
وهذه الشراكة مع اليونسكو تشمل حرية التعبير وحرية الإعلام التحديات والأمل. La libertad de expresión es una de las grandes conquistas de la revolución tunecina. Join us for this special program in 4 languages here on France 24. Patrimoine commun sur France 24 et France24.com.